Je suis Enguerrand Ducourtil, je suis de base un historien spécialisé sur les forces armées russes et j'ai été le fondateur, il y a quelques années de ça, en 2018, d'une société spécialisée sur les wargames et les serious games, Pitarec. Depuis, sur les 5 dernières années, je me suis investi dans le secteur de la défense et de la sécurité en développant tout un ensemble de wargames et de serious games au bénéfice des armées, mais aussi d'acteurs privés et d'autres ministères. Nous intervenons d'ailleurs régulièrement à ce titre pour le ministère des Affaires étrangères sur les questions de cybersécurité. J'ai également contribué au sein du Serious Game Network France au développement de ce type d'outils au sein des armées françaises. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on évoque deux questions qui sont similaires mais différentes, celle du Serious Game et celle du Wargame, qui sont deux outils distincts avec des vocations différentes, les Wargames étant vraiment des outils à destination des militaires visant à reproduire des opérations ou à développer leurs compétences ou leur permettre d'envisager des situations de prospective. Les serious games ayant un usage plus vaste et plus varié, allant de la formation au team building, jusqu'à d'autres usages possibles. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on constate une montée en gamme du secteur du serious game en France. On a vraiment vu sur la décennie 2010 une assez nette amélioration, une assez nette accélération, avec point important le fait que ce secteur ait commencé par se développer dans le domaine du numérique. C'est-à-dire on est d'abord parti de formation virtuelle. C'est d'ailleurs le vocable de serious game normalement s'applique uniquement à l'origine à des formations par le biais de jeux vidéo. Et c'est plus tard qu'on a commencé à qualifier de serious game toute une série d'autres formats tels que les jeux de plateau, jeux de rôle. Donc en partant de ce secteur du numérique avec des sociétés notamment comme en France My Serious Game qui ont été précurseurs sur le sujet, au fur et à mesure la pratique s'est développée. On a noté sur les dernières années, avec une très forte accélération depuis 2007, une plus grande acceptation de l'usage du jeu dans un cadre professionnel. Il faut savoir qu'auparavant, je peux en témoigner à titre privé comme à titre professionnel, il était compliqué d'introduire des jeux, serious game ou non, dans le secteur professionnel, dans le secteur d'entreprise et naturellement aussi dans le secteur militaire, face à des publics qui voyaient surtout un outil de divertissement et qui n'en captaient pas forcément l'intérêt professionnel immédiat. Depuis plusieurs années, néanmoins, cette tendance s'est renversée et assez rapidement. Cela s'est fait sous l'effet de plusieurs facteurs. D'abord, il faut noter que le serious game est très actif dans le monde anglo-saxon, même que le wargame. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise ces appellations anglophones encore aujourd'hui plutôt que leur version francisée de jeu sérieux. Et de ce point de vue-là, il y a eu une véritable diffusion de ces pratiques depuis les États-Unis et la Grande-Bretagne vers la France. Donc pour être très clair, actuellement en France, même si on parvient à innover, on rattrape essentiellement un retard qu'on a sur le sujet sur les pays anglo-saxons. Et très clairement également, nous nous inspirons énormément de ce qui se fait au Royaume-Uni, aux États-Unis, sur ces sujets. Donc l'industrie serious game, effectivement, s'est considérablement développée sur les 5-6 dernières années. Cela a aussi été permis par le fait que les armées elles-mêmes ont commencé à s'y intéresser en soutenant différentes initiatives, des initiatives privées et associatives. Par exemple, une association, le Serious Game Network France, qui a été particulièrement active sur le sujet en organisant notamment des Serious Game Forums, de grands événements à l'école militaire sur cette thématique, mais également d'autres instituts du ministère, comme la DEGRIS, qui, lors de son grand événement annuel, la Fabrique Défense, a mis à l'honneur les Serious Games et Wargames, utilisés dans les armées. Par ailleurs, l'offre s'est aussi professionnalisée, étant donné qu'auparavant, comme j'expliquais, le domaine du Serious Game portait surtout sur la formation professionnelle, et pas nécessairement sur le monde de la défense, donc du Wargame à proprement parler. Et on a vu émerger, sur les 3-4 dernières années, un ensemble d'acteurs, associatifs, particuliers aux sociétés, spécialisés vraiment sur la conception de Serious Game et de Wargame dans le secteur de la sécurité et de la défense. Donc il y a aussi une professionnalisation de l'offre qui était liée naturellement à une augmentation de la demande du côté des acteurs publics et privés. Dans le domaine du wargame actuellement, on constate plusieurs tendances. D'abord, la diversité des formats. Désormais, comme j'expliquais au départ, on est passé du seul numérique à des formats très divers, du jeu de plateau, jeu de rôle, jeu numérique, des formats qui aussi tiennent plus parfois de l'exercice de gestion de crise que du serious game à proprement parler. Et donc il y a une très grande diversité des outils et des méthodes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des difficultés du secteur, étant donné qu'il y a un besoin de définition, de mieux définir quels sont ces différents outils, quels sont leurs avantages et contraintes respectifs. Et aujourd'hui, cette capacité à catégoriser et à définir les activités de service game en fonction des méthodes employées et des outils employés est un vrai besoin identifié dans le secteur, que ce soit pour l'offre, donc les acteurs privés qui proposent ce type de service, comme pour la demande, les acteurs publics et les entreprises qui souhaitent solliciter ce type de service.
Alors, j'ai surtout traité de la partie militaire, donc pas le service game civil qui est un sujet distinct. Sur le plan militaire, eh bien, tout simplement, le monde anglo-saxon utilise beaucoup les wargames et il se trouve que les armées françaises coopèrent énormément avec leurs alliés américains, britanniques et otaniens au sens large, dans le cadre de l'OTAN, mais aussi dans le cadre de collaboration bilatérale. Dans ces différents cadres, naturellement, tous les officiers et militaires travaillant auprès des forces armées américaines, canadiennes, australiennes ou anglaises ont été amenés à être confrontés à l'usage de ce genre d'outils, à découvrir des wargames, et se rendant compte de leur utilité potentielle, de nombre d'officiers de plus en plus grands ont commencé à essayer de disséminer ces pratiques en France. À ce propos, on peut noter aussi qu'il y a eu une dynamique purement française, avec quand même un monde du wargaming qui existait. Ici, vraiment le wargaming prend le sens du jeu de plateau disponible dans le commerce, donc tel qu'on l'imagine plus traditionnellement, avec les sociétés comme Nuts Publishing, spécialisées dans le secteur, mais aussi des particuliers comme Michel Goya, qui auparavant, au sein du Centre de doctrine et d'emploi des forces, aujourd'hui le CDEC, a essayé de pousser dans les années 2010 l'usage de ce genre d'outils et la pratique du wargaming, ce qui était peut-être un peu trop précurseur justement à l'époque. Donc là-dessus, il y a eu à la fois l'existence quand même d'un terreau fertile en France, une pratique du wargame dans un cadre purement privé, dans un cadre de divertissement, mais avec des tentatives de l'intégrer dans le monde militaire, à d'usage professionnel, et en même temps, ce fait qu'il y a une cette diffusion du côté du monde anglo-saxon, via les instances internationales, via les officiers français déployés lors d'entraînement ou lors d'affectation à l'étranger dans le monde anglo-saxon, qui, par capillarité, ont ramené ces pratiques en France. D'ailleurs, pour souligner la force de ce lien, aujourd'hui encore, le développement du wargaming en France, dans le monde militaire, passe aussi par le cadre otanien. Les initiatives dont j'ai parlé, qui se sont tenues à l'école militaire, comme les Service Game Forum, mais aussi d'autres activités, se sont faits en partenariat avec des acteurs du monde anglo-saxon, tels que la UK Defense Academy, qui a développé notamment un format appelé le Matrix Game, très utilisé pour identifier et répondre à un certain nombre de situations géopolitiques sur des formats courts en réunissant des acteurs diversifiés. Bien, ce format a été exporté en France avec l'apport de la UK Defense Academy et du Major Tom Moat, mais aussi une coopération avec des instances universitaires anglo-saxonnes qui travaillent avec les armées, comme le King's College au Royaume-Uni, qui a développé tout un ensemble d'activités sur le wargaming, non seulement pour ses étudiants, mais aussi à l'usage professionnel vers le secteur privé et le secteur militaire. Bon, c'est un peu une question piège sur moi sur l'aspect indispensable du wargaming dans les armées françaises aujourd'hui. Ayant une entreprise sur le sujet pour penser service aux armées, ce serait compliqué pour moi de répondre non. En toute honnêteté, le wargaming est un outil fantastique je dirais pas forcément jusqu'à le qualifier d'indispensable. La preuve en est, c'est un développement assez récent en France et pourtant les armées françaises ont su remplir leur mission pendant les décennies précédentes. Donc je ne dirais pas que c'est un caractère indispensable. D'ailleurs, il y a peu de choses qui ont un caractère indispensable pour les armées. Par contre, très clairement, c'est un outil extrêmement utile et qui aujourd'hui est reconnu à ce titre par les armées françaises. La pratique du wargaming dans les armées, d'ailleurs, a été institutionnalisée ces dernières années. On est passé d'une pratique au début des années 2010, qui était celle d'officiers, qui à titre particulier pratiquaient le wargame et essayaient de le diffuser sur leur organisme, sans avoir forcément les ressources et le mandat pour les appuyer, à vraiment la création de postes dédiés au wargaming. À ce titre, l'école militaire à Paris a été vraiment un endroit où s'est développé un pôle de rayonnement sur le wargaming et d'expertise aussi en France. On peut citer des instituts comme la FMES, avec Pierre Razou, un chercheur qui organisait là-bas des wargames réguliers sur le Moyen-Orient. Il y a aussi également un développement de ces sujets dans la formation des officiers et des stagiaires de l'école de guerre. Par exemple, un chercheur spécialisé sur les questions de wargaming, Antoine Bourguillot, qui y est désormais affecté à un temps plein. Également, on a vu cette institutionnalisation avec la création, très récemment, de centres dédiés au wargaming en France, au sein des armées, notamment au CICDE, sous l'autorité directe du Major Général des Armées, donc le numéro 2 des armées françaises. On va dire que le sujet du wargaming est désormais considéré comme un sujet prioritaire à haut niveau. Donc autant je serais réservé sur son caractère indispensable, autant je peux affirmer en toute confiance qu'aujourd'hui, clairement, les armées développent ces outils, ils consacrent des moyens parce qu'elles ont identifié les wargames comme un outil extrêmement performant qui, bien utilisé, peut leur apporter beaucoup de choses. Alors comment on entre dans le monde du wargaming ?
Alors naturellement, ça dépend si on est civil ou militaire. Il y a déjà un premier point important à définir. On ne rentre pas forcément dans le monde du wargaming par le jeu. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes spécialisées sur les questions de wargaming ne sont pas, à proprement parler des joueurs, ne sont pas des gamers, n'ont pas d'appétence très marquée pour le jeu, mais se sont d'abord dirigés vers ce secteur parce qu'ils y voyaient un intérêt. Et d'ailleurs, c'est généralement une démarche assez positive, parce que j'ai remarqué à titre personnel que autant certaines personnes, dont moi, peuvent rentrer dans le monde du wargaming par le jeu et développer leurs compétences de manière tout à fait professionnelle sur ces sujets, autant d'autres ayant connu justement le monde du jeu n'ont pas forcément la bonne approche vis-à-vis du wargame professionnel, qui est d'abord un outil à vocation professionnelle. À ce titre-là, et pour avoir expérimenté les deux, je peux vous confirmer que le développement d'un jeu de société n'a rien à voir avec le développement d'un wargame pour les armées. Même dans la façon dont dont est conçu le produit, même dans la phase de game design, les approches sont totalement différentes. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne trouverez quasiment aucune société qui fait à la fois du wargame civil, c'est-à-dire des jeux de société que vous avez trouvés dans le commerce, et du wargame à usage professionnel. Parce que ce sont vraiment deux méthodologies, deux types d'outils très différents. Vous avez notamment des sociétés en France, j'en ai cité une précédemment, Nats Publishing, qui sont spécialisées dans l'édition de wargame, que vous trouvez dans le commerce, wargames qui peuvent être utilisés parfois dans un cadre militaire, mais qui ne sont pas destinés en premier lieu à un usage militaire. Indéniablement, aujourd'hui, les armées françaises veulent développer une expérience professionnelle et une expertise sur le sujet du wargaming en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a constaté cette institutionnalisation ces dernières années, avec la création d'organismes de recherche, de postes dédiés sur ces sujets, mais aussi, par exemple, un futur manuel du wargaming destiné à l'usage du wargame au sein des armées, qui devrait être publié courant 2023. Également, il y a cette volonté de développer une expertise française-européenne. C'est d'ailleurs pour ça que la Wargame Initiative for NATO a été en premier lieu développée par la France, l'Allemagne et l'Italie, avec une participation moindre du Royaume-Uni ou des États-Unis. Il n'empêche néanmoins, bien entendu, que la coopération avec nos alliés britanniques et américains reste extrêmement forte sur ce sujet. Mais il y a bien cette volonté d'être capable de développer ces outils de wargame de manière autonome, avec une expertise typiquement française. Alors, le wargaming dans le cadre de l'autonomie stratégique européenne, c'est peut-être un peu fort, étant donné que ça reste une activité parmi d'autres pour les armées. Néanmoins, naturellement, c'est un sujet dans toutes les activités que mènent les armées, celle de l'autonomie stratégique, particulièrement pour les sujets impulsés par la France, et c'est le cas sur le wargaming en Europe. Et à ce titre, il y a bien une volonté de développer des capacités purement européennes et françaises. Néanmoins, je dirais que c'est plutôt un sujet sous-jacent, comme on le voit dans d'autres secteurs du monde de la défense, comme le secteur industriel, et que ce n'est pas à proprement parler une priorité du secteur du wargaming. D'autant plus que dans ce secteur, la coopération avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis sont vraiment décisives. Alors un dernier point que je souhaiterais évoquer, c'est effectivement un point d'attention. Le wargaming et les service games de manière plus générale sont des outils qui ont un très fort potentiel, qui ont multiples usages. On ne peut pas néanmoins nier qu'effectivement il y a aussi un effet de mode qui joue, avec peut-être l'usage du wargame ou du serious game dans des cadres qui ne soient pas forcément adaptés. On évoquait aussi plutôt dans l'entretien le problème de la définition, c'est-à-dire qu'au départ on parlait du serious game comme un outil de formation numérique et désormais j'utilise l'appellation serious game, wargame pour des activités extrêmement variées et de nature très différente. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment besoin d'un travail de définition et de réglementation des activités de wargaming et de serious game, en particulier au sein des armées, justement pour les exploiter à plein potentiel et pour ne pas en faire un usage qui serait inapproprié, voire contre-productif.